Oui, vous l'avez dit, ce livre, l'histoire mondiale de la France, qui est paru en 2017, qui a été traduit, qui a été adapté, qui au fur et à mesure de ses traductions et de ses adaptations nous apprend davantage sur lui-même, parce que, vous savez, quand on est auteur, et même auteur d'un livre collectif, celui-là rassemblait 150 historiennes et historiens. Au fond, on écrit dans l'ignorance de ses moyens, de ses possibilités, et finalement, on attend de ses lecteurs qui nous expliquent ce qu'on fait et ce pourquoi on le fait. Malgré tout, je voudrais quand même, devant vous, et pour honorer le titre de cette conférence, Histoire de France à l'heure de la mondialisation, rappeler quelques éléments de contexte qui peuvent effectivement être généralisables, éclairer les motivations qui furent nôtres, et ensuite, effectivement, la question de la réception de ce livre. Mais le premier mot, évidemment, l'histoire de France, moi qui ne suis pas un historien de France, historien de la France, qui travaille sur l'Italie, qui est consacré l'essentiel de ma carrière de médiéviste à l'Italie, et qui d'une certaine manière a élargi constamment d'une ville italienne, Milan, dont vous parliez, aux villes italiennes, et des villes italiennes à l'Europe urbaine, et de l'Europe urbaine à l'archipel urbain du monde au XVe siècle. J'avais déjà consacré un livre collectif en 2009 à l'histoire du monde au XVe siècle. Bref, vous voyez que c'est l'Italie qui m'a mené vers le monde. Et que, au fond, vous parliez aussi des rapports que j'entretenais entre l'histoire et la littérature. Ce que je cherchais dans l'histoire du monde, dans l'histoire globale, c'était une expérience, au fond, pour l'histoire. C'était une mise à l'épreuve de ce que c'est qu'écrire l'histoire. Tout cela pour me présenter simplement à vous. Aussi, le plus important pour moi, dans ce long titre, l'histoire de France à l'heure de la mondialisation, ça ne peut pas être mondialisation. La mondialisation, d'une certaine manière, je n'en suis en aucune manière un spécialiste. Ce que j'ai à en dire ne vaut pas plus que ce qu'en dirait n'importe quelle citoyenne ou n'importe quel citoyen. Je vis dedans, et c'est bien la question, au fond, c'est bien le problème de cette mondialisation qui désigne à la fois un processus et le discours qui l'accompagne et le justifie. La mondialisation, lorsqu'on en parle, pour l'exalter ou s'en effrayer, on ne sait jamais s'il désigne le fait que nous ne vivons plus seuls, quel que soit l'endroit où nous vivons, mais ça, en tant qu'historien, j'ai quand même tendance à considérer que ce n'est pas d'hier, et qu'il y a une histoire longue de la mondialisation qui au moins commence au XVe, XVIe siècle. Et donc, c'est moins cette question-là qui m'intéresse, c'est pas même la question de la France qui m'intéresse, c'est tout simplement le premier mot qui m'est le plus cher, celui de l'histoire. Et en quoi, au fond, écrire l'histoire nous engage, en quoi cela peut être utile à celles et ceux qui veulent bien nous écouter, pourvu effectivement que le discours des historiennes et des historiens s'adresse pas seulement des personnages éthérés, vagues, abstraits, mais faits de chair et d'émotion. Et pour moi qui n'ai, au fond, jamais voulu choisir entre transmettre un savoir et partager une émotion, c'est bien de cela dont il s'agit. Comment, au fond, l'histoire, un discours savant, peut-il s'adresser à nos vies? Parce que ce livre dont on parle, l'histoire mondiale de la France, on peut effectivement l'évoquer de bien des manières. On peut dire effectivement que c'est un livre par date, en longue durée, qui prend l'histoire de France au large, qui décrit non pas l'histoire de la France mondiale, mais l'histoire mondiale de la France, c'est-à-dire qui montre qu'il faut tout un monde pour faire la France, qui part de cette belle phrase de Michelet, ce ne serait pas trop de l'histoire du monde pour expliquer la France, et qui élargit, apaise, diversifie, peuple une histoire que, effectivement, nous trouvions un peu étriquée. Tout cela, je peux le dire, mais si je veux vraiment être au plus près de nos intentions initiales,
des motivations qui nous ont amenés. C'était en 2015, effectivement, c'était au moment où je prononçais la leçon inaugurale au Collège de France, et je la prononçais dans un contexte assez singulier. Le 17 décembre, vous l'avez dit, c'était quand même un mois après les attentats du 13 novembre. J'avais déjà écrit avec un ami écrivain, Mathieu Riboulet, aujourd'hui malheureusement disparu, un livre qui s'appelait Prendre date et qui était sur les attentats de janvier, et qui, au fond, déjà évoquait pour la toute fin du livre, c'est-à-dire, non pas la manifestation, mais on va dire la marche, c'est un beau mot, la marche du 11 janvier 2015, où s'était invité, sinon le monde, du moins beaucoup de ses dirigeants. Et c'était déjà à ce moment-là que cette phrase m'était venue, cette phrase du jeune Michelet, qui a une trentaine d'années à ce moment-là, 34 exactement, qui est maître de conférence à l'école normale supérieure. Il n'enseigne même pas l'histoire, il enseigne la philosophie. À ce moment-là, il n'a même pas l'idée d'écrire une histoire de France, il écrit une histoire universelle, et il se heurte à ce qu'il appelle le mystère de la France, de l'histoire de France, qui est que bien sûr que la France, il le sait bien, tout le monde le sait, est une nation parmi les nations, et que, au fond, en mondialiser l'histoire, c'est la prendre au large, c'est la banaliser, mais qu'au fond, malgré tout, en même temps, comme on dit aujourd'hui, il y a quelque chose qui, lorsque ça se passe en France, affecte, c'est-à-dire tantôt exalte, tantôt blesse, davantage ou plus intensément l'universel. Et c'est cela, effectivement, qui se passait avec voilà, le monde du 11 janvier 2015, et c'est cela qui pouvait nous indigner. Pourquoi un attentat, parce qu'il avait lieu en France, avait plus d'écho mondial que à Tunis, à Bruxelles ou au Yémen? Bah, voilà, c'est un fait avec lequel on a affaire lorsque on fait de l'histoire de ce pays. On doit effectivement ne pas l'écrire en majuscule, essayer de, effectivement, la ramener à de justes proportions, et en même temps, bien considérer que pour bien des gens dans le monde, et sans s'en glorifier, c'est ça qui est difficile, ce qui se passe en France dépasse la France, et que ce qui se passe en France a, au fond, l'exorbitant privilège de dire quelque chose sur le monde qui s'y trouve englobé. Et donc il fallait à la fois réfléchir à l'histoire de tout ce monde qui fait la France, c'est-à-dire faire une histoire plus diverse, plus vaste, on va y revenir, et qui ne se laisse pas étriquer, étrécir par simplement une identité d'emblée assignée, et en même temps, évidemment, suivre le cœur léger, sans chercher à se demander si c'est bien ou pas bien. Ben voilà tout ce qui a pu projeter la France. Il n'y a pas seulement sa langue ou sa puissance économique ou atomique ou militaire, mais je ne sais pas, Pasteur, des instituts Pasteur, et ce depuis bien longtemps. C'était ça, au fond, l'objectif, et notre idée à ce moment-là, en 2015, étant entendu qu'effectivement, pour moi, c'était une manière de rendre serviable ma position, de faire véritablement œuvre collective, de rassembler du commun dans une écriture qui n'aurait pas à s'excuser d'être collective, parce qu'elle ne peut que l'être, parce que l'histoire qu'on avait à raconter était polyphonique, et parce que, au fond, ce qu'il s'agissait de faire, c'était de faire entendre une voix d'historiennes et d'historiens professionnels, universitaires, académiques, dans un débat public qui est saturé par effectivement des polémistes, des essayistes, des raconteurs, d'histoire qui ne s'embarrassent pas de nos scrupules,
et qui effectivement écrivent d'une plume plus légère des récits entraînants. Or, la question c'est que les historiennes et les historiens de métier font profession d'alourdir leur prose de scrupules et de faire une histoire qui risque toujours d'être au second degré et de s'éloigner ainsi du public, de s'éloigner des audiences, de s'éloigner de ce que je vous disais tout à l'heure, une histoire qui s'adresse à nos vies. Et alors, comment réconcilier l'art du récit avec, au fond, la pensée critique? Étant entendu que, pour moi, l'histoire n'est pas autre chose qu'un art d'émancipation. Et que dire que c'est un art d'émancipation, que c'est, au fond, la discipline qui nous permet, qui nous apprend à nous déprendre, qui nous apprend à habiter le monde, en considérant le lieu où nous sommes nés, en considérant ce lieu pour ce qu'il est, c'est-à-dire une partie de la Terre qui, au fond, englobe potentiellement le monde entier. Ça, c'est quelque chose qui, je crois, résonne dans une, je dirais, de manière critique, dans le débat public, pas seulement en France, mais en Europe, et pas seulement en Europe, mais dans le monde. Parce que la question qui se pose au monde, pardon, j'avais dit que je ne parlerai pas de la mondialisation, et j'en parle un peu, c'est au fond celle que pose Achille Mbembe. Sommes-nous, dans Politique de l'inimitié, sommes-nous condamnés à avoir avec le monde comme commerce le seul rapport identitaire qui nous fait tenir pour rien ce qui n'est pas nous-mêmes? Sommes-nous prêts à accepter l'idée que ceux qui ne sont pas nous sont peut-être des autres, mais que nous autres, nous, sommes les autres des autres? Et donc il y a une relativité de tous les points de vue qui fait qu'on devrait pouvoir revendiquer une émotion de l'appartenance. Je suis né à Paris. J'ai à Paris une forme d'émotion particulière, et cette émotion est aveugle. C'est-à-dire que parce que je suis né à Paris, je suis le dernier à comprendre ce qu'est Paris dans le monde. Et à chaque fois, ça m'étonne. Et l'émotion, par exemple, après l'incendie de Notre-Dame, à chaque fois, ça m'étonne. Parce que je ne le vois pas. Bon, vous voyez ? Donc, ça veut dire que cette gymnastique du point de vue, qui est pour moi une hygiène de l'inquiétude, aller se déplacer pour voir l'endroit d'où l'on voit le monde, voyager, c'est pour moi, c'est ça l'histoire. Et ça permet à ce moment-là, pour nous, de desserrer l'étau entre, on va dire, l'enracinement et le cosmopolitisme. On voit très bien que les deux discours qui saturent l'espace public mondial aujourd'hui sont d'un côté un discours qui faiblit, enfin qui est quand même toujours là, qui est plus qu'un discours, qui est au fond, je dirais, le discours recteur des pouvoirs en place, c'est-à-dire un discours qui affirme la justesse et la nécessité et surtout l'inéluctabilité d'une mondialisation libérale qui va de toute façon nous amener à nous déraciner et à être heureux d'être hors sol. Pour cela, le cosmopolitisme, et contre cela, de plus en plus bruyant, de plus en plus puissant, de plus en plus séduisant. Il faut quand même considérer les choses pour ce qu'elles sont. Un discours de l'enracinement
qui, effectivement, au nom d'un nationalisme identitaire, souvent ethnicisé, eh bien, contredit la possibilité, effectivement, de sortir d'un cadre national. Et pour moi, la question essentielle, politique, générale, commune, c'est de desserrer cet étau entre ce que j'appelle effectivement l'enracinement et le cosmopolitisme. Voilà, c'est de relocaliser la politique, de considérer effectivement qu'on peut être d'un lieu, qu'on peut effectivement même défendre son lieu, sans oublier le monde. Mais ce n'est pas une injonction, c'est en fait une description. C'est-à-dire que ça se passe comme ça depuis bien longtemps. D'où l'idée de faire une histoire en longue durée. Et cette question-là, elle, si on la traduit en langage, disons, académique, en langage historiographique, histoire de l'histoire, ça voulait dire qu'on avait, en France, pardon, je parle depuis l'historiographie que je me refuse à appeler française, parce que on ne demande pas de papier d'identité aux historiennes et aux historiens qui peuvent être de n'importe quelle nationalité, mais qui est en tout cas de langue française. J'en parle parce que c'est important. Il y a des historiens, dans ce livre, il y a des historiens de toute nationalité, mais enfin, travaillant sur des sources françaises et restituant ce travail en langue française, ça crée effectivement une communauté que j'appelle l'historiographie de langue française, qui encore une fois n'est pas meilleure parce qu'elle s'exprime dans une langue, mais qui doit exprimer son point de vue. Dans cette historiographie, disons, de langue française, mais au fond, je pourrais vraiment, si j'avais le temps et l'envie, vous montrer que ça vaut dans tous les pays, en particulier tous les pays, effectivement, où ce livre a été adapté, ajusté, voilà, puisque il a été traduit en anglais, mais il a été effectivement adapté en italien, en espagnol, en catalan, en portugais, bon, voilà. Il y aurait effectivement un choix à faire entre l'histoire nationale et l'histoire mondiale. Et moi qui n'ai pas, pour des raisons qui sont des raisons, alors là je dirais simplement de hasard, de choix et de décision personnelle, d'autonomie ce qu'on appelle le questionnaire de l'historien. Enfin, quand je dis ça, je me dis pourquoi parler de manière si compliquée, de liberté de choix. Quand vous, si vous rentrez dans une librairie et que vous allez prendre un livre par exemple, de littérature anglaise, il n'y a pas quelqu'un qui va vous tomber sur le dos en disant qu'est-ce que vous avez contre la littérature russe. Ah non, là aujourd'hui j'en choisis la littérature anglaise. Moi j'avais choisi l'Italie, je n'avais pas de compte à régler particulièrement avec la France. Et pour une certaine histoire nationaliste, ceux qui ne faisaient pas l'histoire de leur pays avaient au fond du ressentiment vis-à-vis de leur pays. Et inversement, pour un courant, on va dire, mondialiste, ceux qui faisaient l'histoire de France, d'une certaine manière, avaient un problème avec le nationalisme. Or, pour moi, ce qu'on appelle le roman national est effectivement un récit simplificateur, mais qu'on ne complique pas en le transformant en roman mondial, c'est-à-dire ou européen. C'est-à-dire que le problème, c'est roman. Le problème, c'est de trouver des formes d'écriture qui soient, au fond, plus souples, plus diverses. Alors, je vais rapidement vous dire quelles étaient, au fond, les motivations principales de cette histoire mondiale de la France. Mais pour vous la rendre plus immédiatement sensible, je me suis dit, tiens, je vais effectivement aller voir où est-ce qu'on a parlé d'Alger. Voilà. Où est-ce qu'on a parlé d'Alger? Et qu'est-ce que un simple sondage comme ça dans le livre,
peut révéler de ses intentions. D'abord, on ne parle pas d'Alger ou de l'Algérie seulement à partir de 1830. Puisque c'est une histoire mondiale de la France, depuis bien longtemps, le Maghreb, d'une manière générale, est dans le paysage. Parce que cette histoire mondiale de la France, elle n'envisage pas tout le monde et le même monde à différents moments de l'histoire. À chaque moment, c'est pas la même France et c'est pas le même monde. Parfois, ça sera effectivement la France coloniale, parfois la France hexagonale. La France du roi Louis XVI n'est pas la France du roi Saint-Louis. Et Saint-Louis, son monde, c'était le monde eurasiatique. Alors que le monde de Charlemagne était le monde de la mer du Nord. Et le monde de Charles VIII, par exemple, le roi qui part en Italie, c'est un monde méditerranéen.